Bienvenue sur les MOOC du Human Club, le réseau dédié aux professionnels du management et des ressources humaines en Hauts-de-France, centré sur l'humain au cœur des organisations. Pour ce second opus, nous retrouvons une keynote intitulée IA et RH, quelle transformation pour nos métiers par Pierre Blanc, président fondateur de Hatlink et auteur de L'intelligence artificielle expliquée à l'inverse. Donc mon propos est très simple aujourd'hui. Une première partie, il va falloir quand même qu'on passe par une partie un peu rugueuse qui est qu'est-ce que c'est que l'IA. On vous raconte tout et son contraire sur le sujet. Non, je vais vous donner, alors pas l'étape de la loi parce que je n'ai pas encore une fois la prétention d'être un expert sur l'IA. Je ne suis pas un data scientist. Par contre, il y a des définitions, il y a des éléments dans ces définitions dont il faut bien comprendre la portée. Ce sera la première partie de mon propos, ça va être assez rapide, mais c'est important quand même de savoir de quoi on parle et de la manière dont moi, finalement, quelle est ma clé de lecture sur l'intelligence artificielle. Et la deuxième partie de mon propos, et alors la partie, le cœur du sujet, sur l'impact de l'IA dans les métiers. Alors je ne vais pas parler spécifiquement de l'impact de l'IA dans les métiers des RH, même si c'est quelque chose qu'on a fait. J'aurai probablement un propos un peu plus général, mais je vais parler de l'impact de l'IA en séquence. Quel est l'impact sur le travail, donc les tâches et les activités? Quel est l'impact sur les métiers? Quel est l'impact sur les compétences? Et enfin, quel est l'impact sur l'emploi? Et généralement, on prend le sujet à l'envers. On vous dit tout de suite quel est l'impact sur l'emploi. Après, on en déduit des trucs sur les compétences, éventuellement les métiers, mais personne ne parle du travail, personne ne parle de l'activité. Alors que c'est quand même le sujet et le cœur du sujet. Alors, si je reviens sur la définition, on vous explique que chacun a sa définition. Et effectivement, si vous interrogez en fait des spécialistes de l'IA, ils vous donneront leur propre définition. Il y a deux définitions qu'il faut que vous reteniez. La première, c'est que l'IA est apparue, le terme intelligence artificielle est apparu le 31 août 1955. C'est pas 56, c'est pas 50, c'est pas 75, c'est pas 36, c'est le 31 août 1955. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 août 1955? Vous avez 4 chercheurs américains qui ont convoqué ou qui ont invité d'autres chercheurs américains à une université d'été qui avait lieu en été 56 à Dartmouth. Qu'est-ce que disait cette invitation? Donc généralement, quand on parle d'IA et qu'on fait une présentation, il y a toujours un truc avec l'informatique. C'est un peu assez terrible. On parle d'IA et puis finalement, les trucs basiques ne marchent pas toujours. C'est très important, cette définition est très importante. J'ai mis en orange en fait les termes importants et j'ai souligné ce qui était le plus important. C'est la première fois que le terme intelligence artificielle donc, est apparu. Et qu'est-ce qu'il disait? Il se proposait d'avoir une université d'été de 2 ans, donc à Dartmouth en 1956. Et globalement, l'IA, c'est quoi? Il partait d'une conjecture. Et il disait qu'à partir du moment où on était capable d'expliquer les mécanismes d'apprentissage et autres formes d'intelligence de l'être humain, à ce moment-là, on pourrait les simuler dans une machine. Donc ce qui est intéressant, c'est la conjecture, je vais y revenir, et puis les termes qui ont été soulignés, donc learning et autres formes d'intelligence. En fait, c'est tout simplement l'émulation des fonctions cognitives de l'être humain. Et dans les fonctions cognitives, vous avez 5 grands paquets de fonctions cognitives. Il y a des fonctions qui sont liées à la représentation, on capte de l'information. Là, je suis devant vous, je capte l'information, la manière dont vous interagissez, ceux qui notent, ceux qui regardent, ceux qui sourient, et ainsi de suite. Il y a un deuxième paquet de fonctions cognitives qui sont liées à la connaissance, l'expression de la connaissance, donc l'apprentissage. Un troisième paquet de fonctions cognitives qui est lié à la résolution de problèmes. Un quatrième, c'est le langage, l'expression, l'échange. Et puis le cinquième, c'est la capacité à pouvoir, ce qu'on appelle l'apraxie, manipuler des outils et autres. C'est les caractéristiques de l'être humain, on en est tous dotés là-dessus. Après, on les utilise différemment dans les métiers. Donc, point important, si je voulais être un peu taquin, en fait, l'intelligence artificielle n'existe pas. La conjecture n'est pas réalisée. Donc, si vous interrogez les meilleurs neuroscientifiques, ou les neuroscientifiques en France qui sont les meilleurs au monde dans les équipes, ils vous expliquent que notre capacité à comprendre les mécanismes d'apprentissage et autres formes d'intelligence, aujourd'hui, on n'en est pas capable. Donc, je vais utiliser dorénavant le terme IA et pas intelligence artificielle, parce que c'est un oxymore puissant, l'intelligence artificielle, ça fait remonter pas mal de débats et autres. Quand vous parlez d'intelligence artificielle avec des experts, ils passent leur temps à se battre sur est-ce que la machine est intelligente ou pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'on fait avec ces machines. Quel est le potentiel?
quelles sont les limites des machines. C'est ça le point le plus important. Qu'elles soient intelligentes ou pas, c'est pas vraiment le sujet. Deuxième définition, elle a été faite en France. Donc en France, vous voyez, donc Dartmouth, on part d'un sujet qui était en fait une branche de l'informatique. Et en 2018, en fait, on a eu une définition de l'intelligence artificielle qui est passée au journal officiel. Donc celle-là, vous pouvez la citer, il n'y a pas de problème. La précédente aussi, hein, mais celle-là est officielle en France, qui dit des choses intéressantes. Donc ils reprennent en fait les sujets autour de la cognition, les fonctions cognitives, hein, les 5 paquets de fonctions cognitives qu'on peut redétailler ensuite, hein, mais ils parlent de la cognition, de la réflexion, et donc ils parlent d'imitation. C'était la simulation, le terme utilisé, consacré. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils précisent la finalité de l'outil à des fins d'assistance, voire de substitution des activités humaines. Donc ça, c'est une précision supplémentaire par rapport à ce que disait, ce qui était dit à Dartmouth. Mais ce qu'ils ont rajouté, c'est un champ interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'ils sont sortis du cadre du seul champ de l'informatique et du domaine informatique pour en faire et avoir une approche qui soit beaucoup plus large. Alors, je vais vous donner quelques cas d'usage que vous connaissez. Je vais passer assez vite. Vous aurez demain matin sur mon profil LinkedIn la présentation. Donc, vous pourrez. Il y a certaines parties qui sont autoporteurs. C'est pas la peine que j'y aille très longtemps. Mais vous voyez, dès qu'on commence à utiliser des termes comme reconnaissance, recommandation, cible, filtrage, échange, narration, langage, interaction. Hein, on est vraiment dans le champ de l'intelligence artificielle et autres. Et on en fait sans le savoir nécessairement. Quand on utilise certains dictaphones, quand on a des systèmes qui permettent d'extraire de l'information de documents, ce qu'on appelle les OCR, vous faites une photo d'une page d'un bouquin et puis ça vous extrait en fait le texte. Voilà, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle forte ou faible? Vous avez compris mon propos. Le sujet, c'est pas de savoir si c'est fort ou faible ou si c'est intelligent. Mon propos, c'est de savoir quelle est la performance et ce qu'on peut faire avec ces outils. Ce qui est intéressant, en fait, au-delà de tout ce que vous retrouvez dans la presse et ailleurs, c'est les termes qui sont utilisés, en fait, pour décrire ces outils. C'est vraiment des termes qui sont hérités de ce qu'on peut appeler les sciences cognitives et de ces fonctions cognitives. Donc, c'est vraiment dans le prolongement de cette définition. Et vous le voyez, hein, les recommandations, c'est du conseil. Généralement, ça fait appel à la connaissance. Quand vous êtes dans la reconnaissance, c'est la capacité de capter de l'information, donc c'est le premier paquet de fonctions cognitives. Et vous avez tout ce qui est interaction et autres. Donc on en a partout. Je vous ai mis, mais je vais passer assez rapidement pour entrer dans le vif du sujet, je vous ai mis quelques exemples classiques de ce qu'on retrouve dans les... alors j'ai pris les secteurs banque, e-commerce et telco chez Atling, donc on a fait 3 rapports pour 3 observatoires des métiers, donc un fin 2017 sur l'IA dans la banque, emploi et compétences. On a été sollicité dans le commerce. Le rapport est sorti fin décembre 2019 sur l'impact de l'IA dans le commerce. On avait 900 000 personnes, 45 000 entreprises. On a scanné 193 métiers avec 6 métiers en profondeur. Et puis, il y en a un qui va sortir prochainement, c'est l'IA dans les telcos. Quand je dis prochainement, c'est dans les prochaines semaines. Donc j'ai mis en fait quelques outils qui étaient utilisés. J'aurai l'occasion d'y revenir. Il y en a certains qui sont intéressants. C'est tout ce qui est analyseur d'emails, notamment dans le secteur bancaire. Vous savez que votre conseiller bancaire, il reçoit entre 30 et 40 emails par jour. Il faut qu'il y réponde. Aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent finalement de capter l'email, pas comprendre, mais en tous les cas d'arriver à détecter ce qu'il y a à l'intérieur de l'email, comme demande ou autre, de faire des propositions de réponse. Et ensuite, éventuellement, de chaîner avec des actions à faire. Parce que souvent, quand vous envoyez un email à votre conseiller, vous lui demandez différentes informations et il faut qu'il aille chaîner. Donc, vous voyez, c'est des outils qui sont quand même assez intéressants quand on est dans le secteur bancaire. On voit aussi ce type d'outils. Bon, c'est des outils qu'on retrouve assez naturellement. Mais chaque secteur d'activité, et ça, c'est un point qui est important, chaque secteur d'activité a ses propres spécificités. Et on va dire un peu une critique, mais qui est une critique, on va dire, constructive de ma part. Les gens qui font ce type d'études sont des gens brillantissimes et autres. Quand ils vous mettent des pourcentages et tout ça, c'est des gens très puissants. Mais quand même, on s'aperçoit que d'un métier à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre et à l'intérieur d'un métier à l'autre, il y a vraiment des différences. Donc, on a souvent tendance à critiquer les outils à base d'intelligence artificielle, à base d'IA, parce qu'ils généralisent des trucs, mais l'être humain fait la même chose. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui prennent des situations et puis qui font un copier-coller et qui disent voilà, dans un secteur d'activité, il y a ça, donc j'applique les mêmes pourcentages dans un autre secteur d'activité. Et vous avez compris le sens de mon propos. Et ma conclusion, c'est au boulot. Non, surtout pas.
Surtout pas parce que les situations sont vraiment différentes. Je reviendrai sur le commerce. On a étudié les vendeurs. Quand vous êtes vendeur en grande surface, c'est pas pareil que quand vous êtes vendeur dans une surface plus petite, ou encore, on a eu aussi dans notre périmètre des magasins de chaussures, des antiquaires et autres. Donc ces gens qui font des raccourcis clavier saisissant en prenant un chiffre et en l'appliquant de l'autre côté, méfiez-vous, quoi, parce que la vérité n'est pas tout à fait derrière ce qu'ils annoncent. Donc vous voyez qu'il y a quand même des spécificités. Alors la banque, c'est un secteur, par exemple, la banque, c'est un secteur de connaissance, c'est des règles. En fait, c'est quoi un banquier? Il applique en fait les conditions de votre convention de compte. Donc c'est un métier de règles. C'est pas un truc créatif. Si, on peut être créatif sur certains produits, on peut arriver, mais sur le noyau dur du secteur bancaire, c'est d'appliquer les règles quand même. Donc on est vraiment, et le secteur bancaire est un des premiers secteurs à avoir utilisé des outils à base d'IA, notamment les systèmes experts. Dans le commerce, on est plus sur de la robotique, les entrepôts, la gestion des entrepôts, et puis sur la vision. Donc vous voyez bien que déjà on a quand même une séparation, et puis dans les telcos, on mélange un peu les deux. Donc vraiment, chaque secteur d'activité a ses propres spécificités. Donc ça, c'était ma première partie introductive. Cette diapo, en fait, c'est souvent, maintenant, c'est celle que je vais mettre dans toutes mes interventions. En fait, il y a tout dedans. Vous avez les 102 expressions qui permettent de briller dans les dîners en ville parisiens. Et donc, ce que je vous ai proposé, c'était de partir sur les premières. Là, voilà, on a fait un peu d'histoire. On est arrivé un peu sur les sujets... je vous ai parlé un peu d'IA fort, d'IA faible, je vous ai parlé de généralisation. Je ne parlerai pas de corrélation, causalité, c'est un dada, et je n'ai pas le temps pour le faire. Peut-être que j'y reviendrai en fin de séance. Je vais parler d'Oxford et autres. Donc voilà, tout ça, c'est les choses qu'il faut savoir quand on veut parler d'IA, notamment en matière, surtout ce qui est lié à l'historique et autres. Donc je vous ai parlé de la conjecture, de l'apprentissage, l'intelligence. Alors j'ai mis en turquoise les tops et j'ai mis en ocre les flops pour moi. Mais c'est ma vision, hein. Donc vous avez vu, donc j'ai mis apprentissage et puis j'ai mis le terme intelligence en flop. Pour moi, le sujet, c'est pas de se battre sur est-ce que la machine est intelligente ou pas, est-ce que les outils sont intelligents, c'est surtout le potentiel de ces outils, qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont leurs limites, quels sont les biais. Imaginez, j'y suis pas revenu, mais il y a eu beaucoup d'hivers en fait en intelligence artificielle parce qu'il y a eu beaucoup de surpromesses. Et à l'époque, dans les années 50, 60, 70, les financements étaient des financements publics. Et donc, à un moment donné, comme les promesses, ou en tous les cas les résultats n'étaient pas à la hauteur des promesses qui avaient été engagées, ils ont fermé quelque part un peu tout ce qui était financement public. Et donc, il y a eu des hivers. Ceux qui faisaient de l'IA se cachaient un peu. Ils appelaient plus ça de l'intelligence artificielle. Ils appelaient ça, je ne sais plus, l'informatique augmentée ou assistée. Et puis, c'est revenu. C'est surtout revenu en 2012. Parce qu'en 2012, en fait, aux États-Unis, vous avez un concours qui s'appelle ImageNet, qui est un concours qui consacre la meilleure équipe dont le taux de reconnaissance d'image, le taux d'erreur de reconnaissance d'image est le plus faible. En 2011, il était de 25% et il est descendu de 10 points en 2012 à 15%. Aujourd'hui, il est à moins de 3%. Dans les mêmes conditions, en être humain, c'est 5%. Alors, je ne suis pas en train d'opposer l'homme et la machine et de dire qu'est-ce qui va gagner et autres, mais dans des conditions très spécifiques pour la machine, on a des taux de performance qui sont importantes. Personne n'en parle, tout le monde vous parle du jeu de Go et compagnie. Les gens qui ont développé le jeu de Go sont géniaux. Après, qu'est-ce qu'on fait des algorithmes dans la vraie vie? C'est pas toujours très facile. Par contre, la reconnaissance d'image, ça c'est un truc qui nous concerne tous et qui va nous concerner de plus en plus parce que vous le savez, il y a des sujets sur la reconnaissance faciale et autres, et ça part de la reconnaissance d'image. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez participer aux prochains événements du Human Club ou pour toute information, contactez-nous par mail club@humanday.fr. Soyons human-centriques, excellente journée à vous et à bientôt.